William Boyd, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est par le biais de ces écrans Zoom auxquels nous sommes contraints depuis quelques mois. Alors, j'aimerais évoquer avec vous, à l'occasion de la parution de votre dernier roman Trio, j'aimerais évoquer avec vous non seulement ce livre récent, mais aussi un peu le travail de l'écrivain, pour faire une sorte, je n'ose pas dire une masterclass, mais ce serait un peu de cet ordre-là. Alors, ma première question serait la suivante. Lorsque vous êtes comme un peintre devant la toile blanche, c'est-à-dire devant votre écran, votre manuscrit, d'où vient l'idée d'un roman et qu'est-ce qui vous permet d'identifier quel est ce qui pourra conduire à un roman? C'est très difficile à expliquer parce que les idées arrivent de n'importe où. Quelquefois, elles sont compliquées, quelquefois, c'est très simple. Par exemple, j'ai écrit mon roman Les Nouvelles Confessions. C'était une question que je me suis posée. Si Jean-Jacques Rousseau était vivant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comme profession? C'est ça l'idée d'un roman de 500 pages. Euh, et il y a des autres qui arrivent d'une manière plus compliquée. Par exemple, l'idée de Trio, mon dernier roman, c'était cette notion, cette idée que dans chaque personne, il y a une vie secrète. Alors, est-ce que c'est ça le vrai personnage? Mais donc, à partir de ça, j'ai inventé toute l'histoire, toute la narration du roman, mais c'était vraiment j'ai eu envie d'investiguer, de chercher pour cette vie secrète qui est dans tout le monde, quoi. Un de vos personnages, d'ailleurs, dans le dernier roman, un de vos personnages qui est une romancière en panne d'inspiration, Elfrida Ewing, dit d'ailleurs à un moment donné dans dans un de ses dialogues avec son agent littéraire, elle lui dit, je lis la traduction française, si vous voulez savoir à quoi ressemblent vraiment les êtres humains, ce qui se passe dans leur tête, derrière ce masque que nous portons tous, alors lisez donc un roman. Et c'est votre romancière, votre personnage romancière qui indique cette première piste dans un roman. Absolument, et c'est quelque chose que je deviens de plus en plus convaincu que c'est ça l'allure d'un roman. C'est parce que même les personnages, les gens plus proches à vous, votre épouse, vos enfants, vos parents, sont mystérieux. C'est une espèce d'opacité qu'ils vous présentent. Donc, comment savoir la vie intérieure d'une personne? C'est très difficile. Mais vous avez dans tous les romans écrits, les romans sérieux, bien sûr, vous avez les vies intérieures des milliers de gens. Donc, si vous voulez savoir comment les gens se comportent, je vous invite de lire un roman parce que quand vous voyez quelqu'un, c'est toujours c'est un mystère, quoi. Donc, c'est la grande allure d'un roman, ou des nouvelles quand même, qui vous donne cette opportunité de savoir la vie intérieure de nos êtres, les êtres humains. On dit parfois, et là j'embraye sur votre réponse, on dit parfois que le lecteur, lorsqu'il lit un roman, réécrit en fait le roman. Est-ce que ce que vous nous dites sur le secret que l'on dévoile au creux des personnages pourrait aussi s'appliquer? Est-ce qu'un lecteur est aussi quelqu'un qui verrait certains de ses secrets dévoilés à travers ce qu'il lit dans un roman? Oui, bien sûr, parce que chaque lecteur il y a une relation avec le livre qui est tout à fait différente. Chaque personne lit un roman de son propre manière, quoi. Donc, c'est vraiment très... qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment intime, les relations entre l'auteur, le texte et le lecteur. Donc, c'est quelque chose d'unique. Et c'est vrai que chaque lecteur peut interpréter, peut
connaître le roman d'une manière différente. Alors, les personnages ne sont pas isolés de tout le contexte dans lequel le romancier doit les situer. Il y a le contexte spatial, il y a le contexte historique en quelque sorte. Et alors, il me semble qu'on peut dire à travers vos 15 ou 16 romans et les nouvelles aussi qu'il ne faut pas oublier dans votre bibliographie, il me semble qu'il y a peut-être des lignes de force dans le choix des lieux et des situations, notamment l'histoire. Vous situez vos romans en les ancrant dans des périodes du passé, y compris le passé récent comme pour Trio, mais aussi on peut remonter très loin dans la Première Guerre mondiale, qui est une source d'inspiration, enfin une source qui semble stimuler votre mise en perspective des personnages, et aussi l'Afrique. Alors ces éléments-là se sont articulés depuis le premier roman, au fil de votre carrière, ou bien ce sont vraiment des sources très riches pour vous? Oui, ça dépend. Quelquefois, j'invente quelque chose que je n'ai jamais su, moi. Donc, j'ai écrit un roman qui se passe aux Philippines. J'ai jamais visité ces îles merveilleuses. Donc, je peux voyager dans mon imagination, si je peux dire ça. Mais souvent, les liens sont plus évidents. J'étais né en Afrique, Afrique occidentale. Donc, ça explique facilement pourquoi l'Afrique est là dans mes romans. Est obsédé ici en Angleterre, je ne sais pas exactement pourquoi, avec la Première Guerre mondiale. Moi aussi, mon grand-père était survivant de la Troisième bataille d'Ypres. Donc, ça fait partie de la légende de notre famille. Et c'est des choses comme ça qui appartiennent à mon autobiographie, mais souvent, c'est quelque chose qui m'inspire simplement. Donc, pour moi, je dois être absolument impliqué dans l'histoire, la narration d'un roman, sinon, ça sera bien évident au lecteur. Donc, les sujets souvent me choisissent, je pense. C'est pas moi tout le temps qui dit je vais écrire un roman qui se passe en Afrique pendant la Première Guerre mondiale. Souvent, je suis saisi par une idée difficile. Par exemple, le roman que je suis en train d'écrire à ce moment se passe pendant le 19e siècle, entièrement. Je ne sais pas pourquoi. Ça commence en 1799 et je voyage partout en Amérique, en Afrique, en Europe, bien sûr, mais pourquoi j'ai décidé d'écrire un roman comme ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut beaucoup de recherches et de temps en temps, je vois les tas de livres que je dois lire et je me demande pourquoi j'ai choisi ce sujet. Mais bon, je suis lancé, je vais finir et ça sera un grand roman, j'espère, encore de 500 pages ou plus. La recherche documentaire est une part très importante dans le processus de l'écriture de romans comme les vôtres, où effectivement on va d'une époque à l'autre, mais on plonge aussi dans une réalité historique dans laquelle vous placez vos personnages. Il faut que les deux soient plausibles. Comment est-ce que vous organisez votre travail de recherche? C'est de rechercher l'histoire dans le quotidien ou rechercher les grands mouvements de l'histoire? C'est plutôt le quotidien parce que je suis un romancier réaliste et c'est très important que le monde que je vous présente est tout à fait authentique, tout à fait plausible. Et il y a des méthodes pour arriver à cette plausibilité, cette authenticité. Et j'ai passé quelques années à l'université en train de faire un doctorat sur le grand poète Shelley du 19e siècle. Donc, je sais comment rechercher. C'est la seule chose. Je n'ai jamais fini mon doctorat, mais je connais toutes les astuces qu'il faut pour trouver les détails essentiels pour faire vivre le monde de votre roman. Donc, et souvent, c'est les petits détails quotidiens, comme vous disiez, qui marchent mieux.
C'est pas l'histoire de Napoléon, c'est qu'est-ce qu'on mange pour petit déjeuner en 1912. C'est les choses comme ça qui marchent mieux. Et c'est une recherche, je crois, très stimulante pour vous. J'ai l'impression, quand je lis, je crois que j'ai lu tous vos romans au fur et à mesure où ils étaient publiés, j'ai l'impression chaque fois qu'on sentait derrière la manière dont vous présentiez l'environnement des personnages, que vous parveniez à transmettre une forme de jubilation qui était peut-être celle que vous aviez lorsque vous étiez en train de chercher dans les archives ou dans les archives photographiques. Oui, absolument, c'est passionnant c'est une espèce d'éducation aussi pour moi parce que, par exemple, Saint-Pétersbourg, pendant les années euh, euh, 90 de le 19e siècle, c'est de, 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 de trouver les détails de la vie euh, à l'époque, c'était vraiment fascinant. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça aide le roman, mais en plus, je deviens de plus en plus informé, j'espère bien. On devient, pour l'écriture du roman, une espèce d'expert sur le sujet du roman. Soit j'ai écrit un roman sur les chimpanzés sauvages, par Oui. exemple, et j'ai écrit un roman qui traite d'un chirurgien au début du XXe siècle. Donc, pour toutes les recherches que j'ai faites, je suis vraiment une espèce de connaisseur de ces sujets. Je les oubliés, bien sûr, mais pour le moment du roman, je suis quasiment un expert sur n'importe quel sujet. Alors, si vous voulez bien, avant d'entrer dans le roman Trio, dont nous allons évidemment parler, encore deux questions sur les autres genres d'écriture auxquels vous vous êtes livré. La nouvelle et le scénario de films de fiction. En particulier, j'aimerais qu'on parle de Chaplin que vous avez écrit pour Richard Attenborough. Mais peut-être d'abord parler de la nouvelle. Dans le recueil d'essais Bambou, vous avez écrit ce qui en français se traduit par une brève histoire de la nouvelle. Et j'imagine, je devine le jeu de mots qu'il y avait en anglais, Short Story of Short Stories, dans le titre Oui. original. Alors, en lisant cela, on se rend compte qu'il y a un très grand goût, une appétence chez vous pour la nouvelle, comme s'il fallait un peu donner aussi sa propre valeur au récit court, alors que vous pratiquez le roman long. Alors la nouvelle, pour vous, quelle est l'importance qu'elle a? Pour moi, parce que j'ai publié 5 recueils des nouvelles, et pour moi, c'est une espèce qu'est-ce que je peux dire? C'est une espèce d'expérimentation pour moi. Je peux essayer de faire les choses dans une nouvelle qui je ne risque pas dans un roman. Et c'est ça. Mais souvent, il y a des sujets qui peuvent être écrits pendant 20 pages, 10 pages, qui sont parfaits à cette longueur, mais qui ne marchent pas dans un roman de 300 pages. Donc, on sait quand on a une idée pour une narration, si c'est une narration courte ou une narration longue. Mais aussi, pour moi, je peux essayer les voix, par exemple, des personnages. Je peux fracturer la structure d'une narration plus facilement dans un roman, une nouvelle. Et si ça marche, je peux utiliser cette expérimentation et transférer l'idée dans un roman. Donc, pour moi, c'est une espèce de laboratoire, laboratoire de fiction, si je peux dire ça. Je crois qu'il y a eu aussi le mouvement inverse où vous aviez repris un personnage d'un roman pour en faire une histoire courte dans une des nouvelles. Le personnage d'un Anglais sous les tropiques. Est-ce que je me trompe ou il me semble avoir... Non, j'ai commencé à parler nouvelles et j'ai écrit 2 ou 3 nouvelles avec ce personnage dedans. Et j'ai vu, après avoir écrit les nouvelles, que lui, il peut marcher, il peut être dans un roman entier. Donc, non, c'était vraiment une bonne exemplaire que une nouvelle m'a donné l'idée d'un roman. Donc, c'est souvent comme ça que je choisis les idées pour une nouvelle, pour voir si ça peut être transformé
dans un roman. Alors, un autre type de genre d'écriture, c'est l'écriture de scénario, avec dans votre cas deux cas de figure, si j'ose dire. Le premier, c'est écrire un scénario pour un autre réalisateur, et c'est le cas, par exemple, avec le Chaplin de Richard Attenborough, que vous remerciez d'ailleurs à la fin du livre Trio. Et l'autre cas, c'est le scénario que vous écrivez en vue de réaliser vous-même le film, et c'est le cas, à nouveau, on revient à la Première Guerre mondiale avec The Trench, la tranchée, que vous avez réalisé. Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui l'évocation de ces deux types d'écriture? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est plus frustrant? Est-ce que vous avez le même bonheur d'écriture? Non, c'est pas tout à fait la même écriture. Pour, pour le roman, quand vous êtes dans le monde d'un roman, vous avez une liberté idéale, très, très généreuse. Mais quand vous changez le forme d'art et vous entrez dans le monde du film, vous êtes, comme romancier, très conscient que c'est un monde de périmètre. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses impossibles à faire. Et ça semble un peu banal de dire ça, c'est parce que il y a un seul point de vue dans un film, et c'est l'objectif du caméra. Le film, c'est la photographie. Donc, on est libéré un petit peu par ça. Mise en scène, c'est fait très facilement, mais comme j'ai dit sur le roman, c'est très difficile d'être subjectif à cause de cet objectif. C'est un paradoxe, si vous voulez. C'est très difficile d'entrer dans le monde, d'entrer dans l'esprit, la mentalité d'un personnage. On est toujours à l'extérieur. Le meilleur acteur du monde ne peut pas recorder, si je peux dire ça, ne peut pas montrer un seul paragraphe dans un roman. Les nuances sont trop compliquées, même pour le meilleur acteur du monde. Donc, on est frustré de quitter le roman pour entrer dans le monde du cinéma. Mais il y a des récompenses quand même. J'aime beaucoup collaborer. C'est un art de collaboration. Ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose de bien pour moi comme individu. C'est fun en plus. J'ai beaucoup d'amis qui sont les acteurs, les réalisateurs, les producteurs. Donc, je connais plus de monde dans le monde du cinéma que dans le monde de la littérature. Donc, c'est vraiment une vie parallèle, mais la liberté que j'ai dans le roman, ce n'est pas là dans le monde du cinéma. Et peut-être un mot, si vous voulez bien, enfin, sur la manière dont un scénariste comme vous travaille avec un réalisateur comme Richard Attenborough. Alors ça, c'était une espèce de qu'est-ce que je peux dire? C'était un job. C'est parce qu'il a envie de faire un film sur la vie de Chaplin. On a eu une énorme biographie de Chaplin. Et vous avez 2 heures et demie, donc c'est très évident, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses essentielles de mettre dans le film. Donc c'est vraiment un processus assez logique, quoi. Il a eu ses idées, Dickey, comme tout le monde l'a appelé Dickey. Mais le premier jet, c'était quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc, et après ça, on parle, on collabore. C'est vraiment une entreprise qu'on fait ensemble. Et en plus, il y a des autres frustrations, question de budget, question de location. Cet acteur qu'on a envie de faire un casting avec n'est pas libre. Il y a toujours les choses comme ça dans le monde du film. Donc, on fait les compromis tout le temps. Et on essaie petit à petit d'arriver à un film qui nous plaît, mais finalement, on est souvent empêché. Donc, il faut changer
les ambitions, je pense, quand vous faites un film. Parce que c'est très difficile, nous avons un mot en anglais, je ne sais pas le mot en français, fickle. C'est la chance qui gouverne tout. Hasardeux. Hasardeux, oui. Hasardeux. Il y a du hasard. Oui, ah Oui, oui. Donc, et si on se rend compte que c'est hasardeux, on peut avancer. Mais c'est vraiment compliqué de temps en temps. Et alors peut-être un mot sur The Trench, le film que vous avez réalisé vous-même et qui est un merveilleux film sur la Première Guerre mondiale, avec en plus de très grands comédiens qui étaient inconnus, enfin qui étaient moins connus à l'époque qu'ils ne le sont devenus. Oui. Comment ça s'est passé, cette aventure-là de ce film que l'on peut encore trouver d'ailleurs? Oui, parce que j'ai écrit 2 romans qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, Comme neige au soleil, et quelques chapitres de Les Nouvelles Confessions. Et je pensais à l'époque que c'était vraiment la réalité de la Première Guerre mondiale que j'ai fait dans mes pages, dans mes romans. Et j'ai eu envie de faire la même chose dans un film, parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de films qui sont authentiques quand ils traitent de la Première Guerre mondiale. Même les grands films comme de Stanley Kubrick, de Joseph Losey, choses comme ça. Donc, mon première ambition, c'était d'être absolument authentique. Mais comment faire ça? La guerre de 14-18. Et j'ai vu un film allemand à la télévision qui se passe sur un sous-marin. C'est ça le mot? Un sous-marin, oui, oui. Qui s'appelle Das Boot. Oui. Et j'ai vu ce monde claustrophobique et j'ai dit, on peut faire la même chose dans la tranchée. Mais si vous avez vu le film, on ne quitte pas la tranchée. C'est vraiment, on est enterré dans la tranchée. Le caméra bouge, on voit les jeunes soldats. Et j'ai eu un grand historien qui m'a été le conseiller de tous les détails et tout ça. Et l'autre chose que j'ai voulu faire, c'est d'avoir les acteurs jeunes, parce que les soldats normalement sont très jeunes, 18 ans, 22 ans, et les acteurs inconnus. Parce que pour que l'authenticité de cette bande de soldats qui attend le commencement de la bataille de la Somme en 1916, 2-3 jours avant la bataille, c'est pas un film d'action, c'est un film d'attente, si on peut dire. Oui. Et donc, j'ai fait un énorme casting. J'ai vu à peu près 150 acteurs pour les 12 rôles dans le film. Et j'ai choisi les gens pas connus. Mais maintenant, grâce à moi, voilà, les acteurs comme Daniel Craig et ils sont très connus en Angleterre, Danny Dyer et Cillian Murphy et les gens comme ça qui à l'époque étaient très jeunes et pas du tout les grandes stars qu'ils sont aujourd'hui. C'est d'ailleurs très, très touchant presque de les voir. J'ai revu, enfin j'ai le DVD, et donc quand on les revoit, on se dit, mais ils avaient déjà tout le potentiel qu'ils ont développé, oui, non, qui apparaît là. Tout à fait, c'était une formidable équipe d'acteurs et j'aime beaucoup le naturalisme quand on est acteur, quand on fait un film. Et j'ai dit chacun, utilisez l'accent de voix imaginez que vous parlez à votre mère, parce que tous les acteurs britanniques ont même voix à peu près. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, leurs accents sont différents. Les Écossais, même Daniel Craig qui vient de Liverpool, en fait, et les autres. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment une authenticité de leur manière, leur comportement qui me plaisait beaucoup. Et dans les deux cas, d'ailleurs, dans les Nouvelles Confessions et dans The Trench, apparaît aussi la caméra qui intervient, oui, qu'on donne aux soldats et avec lesquels ils espèrent raconter quelque chose à travers le cinéma, en quelque sorte. Oui, oui. Non, j'ai passé beaucoup des heures dans un grand musée que nous avons à Londres qui s'appelle
Imperial War Museum, musée des guerres. Donc, j'ai vu beaucoup des documentaires, comment on dit ça, newsreels, des actualités qui étaient tournées à l'époque. Mais souvent, c'est vraiment, ils étaient le fake news, qu'on peut dire, parce qu'ils étaient posés. Mais après avoir vu des heures des films comme ça, c'était très évident les moments qui étaient vrais, par contre, les moments artificiels. Donc, j'ai essayé de montrer ça dans le film, comment c'était une espèce de propagande, quoi. Donc, oui, mais non, c'était toujours de donner aux spectateurs d'aujourd'hui une idée de la vie d'un soldat, un jeune soldat dans la Première Guerre mondiale. C'était ça l'ambition principale. Alors, si vous voulez bien, on va rester dans le cinéma, mais cette fois-ci dans le tournage qui a lieu en 1968 à Brighton, le tournage d'un film dont le titre en français est tout à fait délicieux, extravagant et correspond bien à l'esprit. En français, c'était c'était l'épatante échelle pour la Lune d'Emily Brace Girdle. Pardon pour mon accent. Et alors, voilà, donc votre dernier roman Trio, qui est formidable, qui est vraiment, si j'ose dire, du vrai William Boyd avec la fantaisie, la cruauté, l'humour parfois, mais aussi beaucoup d'empathie dans la manière dont les personnages se débattent par rapport à leurs propres mensonges, par rapport à ce qu'ils essayent de faire croire aux autres et dont ils ne sont plus convaincus eux-mêmes. Alors, Trio, c'est 3 personnages et c'est 3 parties. La première, duplicité, la deuxième, capitulation et la troisième, évasion, avec pour chacun des 3 personnages une évasion singulière qu'on ne dévoilera pas ici. Alors les 3 personnages, je l'ai dit brièvement, Elfrida Ewing qui est un écrivain, une romancière qui a écrit 2 ou 3 romans et qui est en panne depuis 10 ans, qui est devenue alcoolique et qui est l'épouse du cinéaste qui tourne le film, le fameux film à Brighton. Talbot Kidd est, lui, homosexuel refoulé, donc sa vérité, c'est son homosexualité qu'il n'a pas dévoilée, qui est le producteur du film. Et la dernière personnalité du trio est Annie Viklund, une star qui est harcelée par son ex-mari terroriste, mais qui est un personnage lumineux, vrai, et qui va être un des personnages tragiques de ce roman. Alors, voilà, je fais brièvement pour ceux qui n'ont pas lu, j'ai essayé de faire le pitch en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous dire, en revenant à la question initiale, comment est-ce que ce microcosme du tournage d'un film dans ce microcosme qui est Brighton, à l'intérieur d'un autre microcosme qui est l'Angleterre en 1968, a été finalement investigué par vous pour donner ce roman Trio? D'abord, j'ai commencé par cette idée de 3 personnages avec une vie secrète. C'est ça que chacun a son secret. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il fait, ce trio? Et j'ai fait beaucoup de recherches récemment pour les séries de télévision qui se passent pendant les années 60. Et moi, j'étais jeune à l'époque, donc j'ai des mémoires vivantes de ces années. Et 1968 était très, très important, je pense, dans le siècle, quoi. Mais bizarre, parce que dans le monde entier, vous avez la guerre de Vietnam, l'assassination de Martin Luther King et Robert Kennedy, les espèces de guerres civiles aux États-Unis, les événements de mai à Paris, en Allemagne, c'était une année très importante, en Italie, au Mexique et tout ça. C'est un peu comme le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a une espèce de panique partout. Une espèce d'instabilité. Est-ce que la vie va changer pour toujours? Cette espèce d'anarchie qui est dans le monde.
un peu comme le virus, si on peut dire ça. On a l'impression que les personnages sont encerclés par une menace qu'ils ne voient pas, un peu comme nous l'avons été pendant le confinement. Tout à fait, sauf en Angleterre, sauf à la Royaume-Uni. Nous étions dans une espèce de boule. Et c'est à cause de ça que j'ai choisi cette espèce de film dingue que nous faisons à l'époque, très cool, très chic, branché, beaucoup de musique, mais un peu idiot quand même. Et, et pour montrer que nous, les Britanniques, à l'époque, en 68, étaient un peu, je sais pas, un peu aveugles. Ailleurs, c'est chaotique, mais chez nous, c'était... est-ce que vous avez entendu le dernier disque des Beatles? C'est vraiment un moment bizarre dans notre histoire britannique. Mais ça, c'est le contexte pour les trois vies de mes trois personnages et de voir comment leur vie secrète commence à dominer leur vie publique. Et c'était ça le sujet du roman. Alors, contrairement à ce que vous aviez dit sur votre approche du cinéma et le bonheur que cela vous crée, dans le roman Trio, on a un regard, vous portez un regard assez féroce sur le tournage, sur l'organisation, sur le chaos que représente le tournage d'un film, dont vous dites que, je cite de mémoire, que le tournage d'un film, c'est en réalité pour pouvoir donner des ordres et que le chaos est une caractéristique naturelle de l'art cinématographique lorsqu'on le tourne. Vous avez créé là une sorte de portrait éminemment sarcastique, enfin pas sarcastique parce que vous ne l'êtes pas, mais féroce et drôle en même temps, un peu comme François Truffaut dans La Nuit américaine où on voit la vraie vie d'un tournage. Oui, c'était parce que le roman, c'est un roman comique et Oui, quand même c'est une comédie. Hein, oui. avec les thèmes très sérieux. Mais euh, le monde d'un film, surtout comme le film de Emily Bracegirdle, était idéal pour montrer le chaos, les hasards de tournage qui m'est arrivé souvent. C'est drôle, mais c'est frustrant et c'est souvent très difficile de faire un film, de tourner un film. Il y a le temps, les émotions des acteurs, les problèmes de circulation, n'importe quoi qui peut empêcher le simple tournage d'un film. Donc, chaque jour, c'est un challenge. Un défi, oui, absolument. Et c'est pour Talbot Kidd, le producteur de ce film. Il y a encore des problèmes. Quelqu'un vole les pellicules et tout ça. Son partenaire est un escroc. C'est beaucoup de problèmes. Mais c'est ça, comme j'ai dit, c'est ça le contexte pour une investigation de les vies secrètes de nos trois personnages. Alors, chaque personnage, finalement, et vous avez évoqué le vol de la pellicule, on ne va pas dire pour quelle utilisation par la suite, mais autour de chacun des personnages, il y a comme ça une série de personnages secondaires qui créent des situations dans lesquelles non seulement on entre dans une nouvelle histoire, je dirais, mais en plus ça révèle le personnage, par exemple le personnage de Talbot Kidd, le producteur, on le trouve sans arrêt à la recherche de la manière dont il pourrait dévoiler son homosexualité. Donc, il fait des rencontres parfaitement inattendues où ce sont des ratés complets parfois. Oui, absolument. Et tous les trois personnages se connaissent. C'est ça, ils sont impliqués dans le film. Talbot, bien sûr, Annie, qui est la vedette du film, et Elfrida est un peu plus loin, mais elle rencontre Talbot, par exemple, pendant un concert. Elle sait
qui est Annie Wiklund et tout ça. Mais donc, leurs vies sont un peu... ils se joignent un petit peu. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages autour des trois personnages principaux qui évoquent le film, qui évoquent le temps, qui sont représentants de différentes idées. Par exemple, l'espèce de, comment on dit ça, investigateur. Oui, le détective. Le détective qui est merveilleux. Oui. Qui était aussi homosexuel, mais très décontracté avec Oui. son sexualité. Par contre, Talbot est absolument confondu par ses désirs, ses problèmes. Donc, c'est vraiment une espèce de balance, d'équilibre, de montrer il y a une autre manière de se comporter et tout ça. Mais petit à petit, vous avez une société du tournage et c'est un petit monde, quoi. Oui. C'est ça. C'est vrai que le personnage du détective constitue un merveilleux duo avec le producteur, avec Oui. Talbot, où on ne sait pas qui. Il joue un peu au chat à la souris, mais celui qui est le chat n'est pas celui qu'on pense. Oui, et le détective est jeune. Et Talbot Oui. est un monsieur de 65 ans, ancien combattant dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une génération différente. Et on voit les manières, les mœurs de cette génération différente. C'est très intéressant parce que le monde était en train de changer pendant les années 60, à mon avis. Un changement absolu. Et c'est quelque chose que j'ai voulu présenter dans le roman aussi. Oui, d'ailleurs, on voit qu'en 1968, c'est aussi l'année de la dépénalisation de l'homosexualité en Angleterre, et que donc ça permet aux Oui, homosexuels de dire, mais voilà, est-ce oui. qu'ils peuvent se Non, dévoiler ou pas? Et oui, c'est aussi tout un absolument. contexte. Et si vous êtes un homme de 60 ans, ça c'est une libération, mais souvent très difficile. Si vous avez caché votre sexualité pendant des décennies, tout d'un coup, vous pouvez faire n'importe quoi presque. Donc, pour un jeune homme, c'est quelque chose de merveilleux, mais pour un homme plus âgé, ça tire des problèmes, quoi. Alors, outre le monde du cinéma que l'on découvre, on découvre aussi l'univers de la littérature avec Elfrida Ewing, cette romancière dont vous faites un portrait aussi très touchant de son alcoolisme. Il y a des passages qui sont dans la comédie, comme toujours, il y a des passages bouleversants où quand on se rend compte petit à petit dans la manière dont vous décrivez son alcoolisme, de la tragédie que ça représente pour elle. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect aussi d'où vient et comment lutter contre l'absence d'inspiration lorsqu'on a été comparé à Virginia Woolf, avec laquelle vous n'êtes pas très tendre, si j'ose dire, dans le roman. Alors, c'était une manière pour vous de lancer un coup de projecteur sur le monde littéraire à l'époque? Oui, absolument. Et c'est très intéressant que pendant les années 60, Virginia Woolf n'était pas un romancière très importante. C'est vraiment bizarre. Maintenant, elle est un des plus grands écrivains de la littérature britannique, mais pendant les années 60, personne n'était vraiment un grand fan. Et moi, j'ai beaucoup enseigné Virginia Woolf. Je pense que j'ai trop enseigné Virginia Woolf à l'université. Donc, elle est aussi dans mon roman à livre ouvert. J'ai un petit peu d'histoire avec Virginia Woolf, mais elle est très intéressante comme personnage et je pense que son journal intime, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Je ne suis pas tellement admirateur de ses romans, mais le journal intime est extraordinaire. Elle était une femme tourmentée, mais aussi elle était une femme très snob. Mais elle a eu une vie très difficile et elle s'est suicidée. Et c'est ça
l'exemplaire, si je peux dire ça, que Elfrida est tentée par la suicide de Virginia Woolf. Donc, c'était une portail, si je peux dire ça, pour investiguer, pour dire des choses sur la vie d'un écrivain, surtout si on est bloqué, c'est ça le mot, oui. Absolument bloqué, oui. Si l'inspiration n'arrive pas, c'est vraiment une maladie terrible, terrifiante pour un écrivain. J'ai un grand ami, un romancier britannique très connu, je ne dis pas son nom, mais qui a, c'est bien, il a eu 8 ans de blocage comme ça. Et c'était vraiment... on est très conscient comme écrivain que ça peut arriver un jour. Donc, c'est un vrai peur que nous avons, nous, si ça marche bien, aucun problème. Mais c'est bien possible qu'un jour, vous êtes devant votre page blanche et rien n'arrive. C'est vraiment quelque chose de... Il faut penser à ça, il faut prendre les précautions pour que ça n'arrive pas. Mais bon, de temps en temps, c'est vraiment la maladie des écrivains, quoi. Je crois qu'on peut dire, sans dévoiler le récit, qu'Elfrida Ewing, à un moment donné, pense avoir trouvé comment résoudre le problème du blocage en écrivant justement sur Virginia Woolf et sur la dernière journée de Virginia Woolf. Et là, il y a toute une séquence où elle est en scène avec je dirais presque le fantôme de Virginia Woolf, qui est aussi très, très touchant parce on dirait qu'on suit aussi le processus qui a conduit Virginia Woolf à se suicider dans la recherche que fait Elfrida Ewing de cette journée-là. Non, c'est très intéressant parce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941. La guerre était là. Elle habitait dans le sud de l'Angleterre. Il y a beaucoup des avions allemands dans the Battle of Britain, on dit ça. Mais elle a eu peur, Virginia Woolf, qu'elle va avoir un moment d'être fou, folle, pardon, de devenir folle. Et c'est ça qui a provoqué le suicide. Et enfin, c'est courageuse d'elle de décider, non, je ne peux pas continuer. Et c'est un des grands thèmes du roman en plus. Si la vie est impossible, qu'est-ce qu'on fait? J'ai choisi un petit texte d'Albert Camus comme épigraphe du roman pour expliquer que c'est très simple, Camus dit. Si la vie est bonne, pas de problème. Si la vie est insupportable, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il a dit, peut-être vous avez c'est la fameuse phrase du mythe de Sisyphe, il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Oui, absolument. Et juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Oui, et cette question est posée par chaque personnage dans le roman et il fait leur décision. Et de même, vous citez aussi en épigraphe Anton Tchekhov, que on le sait, vous adorez, pour vous placé très très haut. Et la phrase de Tchekhov est « Sous le voile du secret, comme sous celui de la nuit, chacun dissimule sa vraie vie, celle qui présente le plus grand intérêt. » Et là, on voit le rôle du romancier. Oui, absolument, absolument. Ce sont les deux grands thèmes qui supportent le roman, je peux dire. Absolument, absolument. Alors, si vous voulez bien, pour terminer, d'aller à l'intérieur de ce trio, évoquer peut-être la troisième figure, qui est celle que vous avez appelée Annie Wiklund, et qui ressemble vraiment à l'actrice Jean Seberg dans le monde réel et de l'histoire. Et est-ce que, alors, en réinventant de façon romanesque un personnage qui ressemble à Jean Seberg, vous pensez qu'on arrive à mieux comprendre une personnalité comme celle de Jean Seberg? Oui, je pense. Et quand on fait une fiction, quand on écrit une fiction, on a une liberté qu'un biographe, un historien, un journaliste, c'est défendu d'aller si loin
dans cette... mais si vous êtes romancière, romancier, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est vraiment une grande libération que nous avons. Donc, Jean Seberg, elle est vraiment typique des années 60. Sa vie, la vie politique de Jean Seberg, les mariages de Jean Seberg, c'est vraiment très, qu'est-ce qu'on peut dire, représentatif de l'époque. Donc, j'ai piqué un peu ici et là les détails de la vie de Jean Seberg, mais quand même, Annie Wiklund est un personnage que j'ai créé. Mais vous avez dans les tourments, elle est un peu comme Marilyn Monroe aussi, les stars du cinéma à l'époque qui ont eu les vies vraiment difficiles. Et Annie, elle a 23 ans, 25 ans. Elle est très riche, très connue, publicité partout. La célébrité est vraiment quelque chose de difficile quelquefois. Et on voit malheureusement dans les vies des grandes vedettes, des rockstars aussi, les vedettes du cinéma, comment il y a un prix à payer pour tout. Très bien. William Boyd, j'aimerais que pour clôturer cet entretien dont je vous remercie encore, mais aussi je vous en remercie de l'avoir donné en français, j'aimerais qu'on évoque vos deux traductrices, Christiane Bess qui avait traduit les tout premiers romans depuis un anglais sous les tropiques, voilà, pardon, depuis un anglais sous les tropiques, et puis depuis quelques romans, depuis le décès aussi de Christiane Bess, survenu en janvier 2020, les traductions réalisées par Isabelle Perrin. Alors, comme vous êtes à la fois francophile et un parfait francophone, comment est-ce que vous travaillez éventuellement avec vos traductrices et quel est le lien que vous avez par rapport aux traductions françaises de vos livres? Alors, Christiane était une dame formidable. Elle est devenue une vraiment très grande amie. Elle était plus âgée que moi, bien sûr, mais et j'ai eu une confiance totale en elle. Et c'est pareil avec Isabelle Perrin, qui je connais aussi maintenant. Elle est devenue amie. Donc, je peux lire la version française et je peux voir tout de suite si la traduction est juste, mais parce que je ne suis pas bilingue, je trouve c'est très difficile de dire est-ce que c'est une bonne français ou non. Et c'est à la traductrice de transformer mes mots anglais dans un bon français. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand ça arrive. Et je peux demander à vous ou des autres lecteurs français, est-ce que la traduction est bonne? Est-ce que c'est un bon français? Et tout le monde me dit oui, c'est merveilleux, on a ça se l'impression... lit formidablement bien. On a l'impression que la version que l'on lit en français de vos romans, et depuis les premiers, je vous dis, c'est vraiment que ça a été écrit en français au départ, presque. Et donc, ça, c'est vraiment une traduction parfaite. Grâce à mes traductrices impeccables. Très bien. William Boyd, je vous remercie infiniment pour cet entretien et c'est un vrai bonheur de pouvoir bavarder avec vous de ce dernier livre Trio dont je recommande à tous ceux qui nous regardent d'arrêter tout et de se plonger dans la lecture de ce trio qui est un vrai bonheur de lecture, comme d'ailleurs les 15 livres, les 15 romans qui ont précédé, mais aussi les nouvelles auxquelles il faut vraiment s'intéresser à ce genre-là que vous défendez beaucoup. William Boyd, merci infiniment. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Jean.